Il y a tellement d'infos que je m'y perds. Je trouve que c'est difficile d'y voir clair quand même. Souvent, je trouve que tout est trop superficiel. Je pense qu'il y a trop d'infos et... C'est très angoissant. La première, J'ai besoin de repères. les clés. J'ai envie de comprendre. Arnaud Roysson. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des clés spécial jeunes. Aujourd'hui, le sujet que nous allons creuser en compagnie d'élèves de 16 et 17 ans concerne la prison. Avec une question sensible, pourquoi la prison ne permet-elle pas d'empêcher la récidive ? Comment expliquer qu'un grand nombre de détenus passés une fois par la case prison y retournent quelques mois ou quelques années plus tard ? C'est ce qu'on va prendre le temps d'explorer. La première, les clés. Au départ de cette émission, il y a un chiffre qui date un peu, une étude de l'Institut de criminologie et de criminalistique menée en 2012 qui montrait qu'en Belgique, pas loin de 45% des détenus incarcérés une première fois retournent ensuite une ou plusieurs fois en prison au cours de leur vie. Bref, pas loin d'un prisonnier sur deux, condamné une première fois à de la prison, retourne en prison. Ce chiffre, il a été un point de départ de réflexion pour une classe de sciences sociales de la région de Ciney qui nous a rejoints à la RTBF pour en parler. Et on va tout de suite faire connaissance avec les élèves en compagnie de Sarah Pousset. On est les 5B de l'école Institut Saint-Joseph à Ciney. On a plus ou moins 16 ans, il y a certains doubleurs dans la classe donc ils ont 17 ans. Et on est dans l'option sciences sociales. Notre classe du jour nous vient donc de Ciney, en province de Namur, près d'une trentaine d'élèves avec quelques fortes personnalités et une bonne ambiance dans le groupe, on le sent. Et ils nous ont un peu parlé de leur option, les sciences sociales donc, et de l'organisation de leurs cours. En social, du coup, on a toujours une question de recherche et puis après, on établit des hypothèses, on regarde si elles sont bonnes ou pas. On fait des recherches et puis on a une conclusion sur le sujet qu'on traite, quoi. Le thème du jour, ce sont donc les élèves qui l'ont choisi puisqu'ils travaillent sur ces questions depuis le début de l'année. Ils ont donc fait quelques recherches sur le sujet, découvert les théories de sociologues et ils nous ont présenté le tout lors de cet enregistrement. Durant leur préparation, ils ont aussi rencontré Serge, un ancien détenu. On a pu rencontrer un ancien prisonnier et donc il est venu en classe pour nous parler de sa vie. Il avait un passé difficile, il a vu sa mère mourir et tout ça. Avant qu'il soit venu en classe, on avait des avis complètement différents des détenus, des prisonniers, etc. Et puis après, pour ma part, en tout cas, ça a complètement changé mon point de vue des prisonniers, pourquoi ils sont là, etc. Parce que parfois, il y a des passés difficiles et tout. Continuer à changer les points de vue et déconstruire certains préjugés, c'est aussi ce qu'on a essayé de faire dans cet épisode. Et pour nous aider à bien comprendre les enjeux de la vie en prison, on a invité Christophe Minck. Je suis le directeur du département de criminologie de l'Institut national de criminalistique et de criminologie, donc l'INCC. Je suis aussi prof invité à l'UC Louvain Saint-Louis-Bruxelles et je suis aussi le co-directeur de la Revue Nouvelle. Voilà, tout le monde est présenté. Ensemble, on a donc échangé pendant 1h30 et vous allez le voir, il y a pas mal de choses à dire sur le modèle carcéral belge. Alors, ces élèves, on l'a compris, ils avaient déjà un peu creusé et travaillé le sujet avant d'arriver à la RTBF. Et avec leur prof de socio, Christophe Dozin, ils étaient partis de l'image qu'ils avaient chacun et chacune de la prison. Au début du cours, quand on a commencé, on a fait un sondage dans la classe sur ce qu'on pensait des nouvelles prisons qui ouvraient. Et la majorité des élèves ont eu un avis plutôt négatif sur ça, en disant que les nouvelles prisons étaient trop confortables et qu'ils trouvaient ça pas normal que les prisonniers soient mieux logés que certaines personnes qui n'ont rien fait. Donc par exemple les SDF et les personnes qui ne sont pas dans la capacité de s'acheter une belle maison. Moi, je voyais les détenus comme des personnes dangereuses, mal, qui ont fait que du mal et tout. Et donc, je m'en foutais un peu de leur confort et limite, je préférais qu'ils n'aient pas de bon endroit pour dormir. Moi, je pensais qu'ils méritaient en fait d'être dans des prisons pas spécialement confortables, etc. Pourquoi ça ? Parce que je trouvais qu'ils avaient enfreint les règles, du coup, ils avaient
qui n'a pas enfreindre les règles, quoi. Ça, c'était donc la vision qu'avait une majorité d'élèves, avant en tout cas de creuser le sujet. Et ces regards portés sur les prisons, jugés parfois trop confortables pour les détenus, eh bien, ils ne surprenaient pas vraiment notre expert, Christophe Minck. Personne ici n'est jamais rentré dans une prison, je suppose. Donc, ce qu'on en sait, quand on voit les choses de loin, c'est ce qu'on en dit dans la presse. Par exemple, la presse a une grosse responsabilité dans l'image que vous avez. Par exemple, quand un journal titre « Ouverture d'une prison 5 étoiles à Leuze en Hainaut », par exemple, pour moi, ça, c'est vraiment déjà quelque chose. La représentation que nous avons, nous, de ce que c'est un logement 5 étoiles, ça ne correspond pas très très fort à ce qu'est en fait une prison. En fait, une prison 5 étoiles, c'est une prison dans laquelle il n'y a pas de cafard par terre, les murs ne s'effritent pas, il y a des douches qui fonctionnent, il y a du chauffage qui fonctionne, il ne fait pas bouillant en été, etc. C'est-à-dire que le 5 étoiles pour une prison, ça s'appelle la dignité humaine, en fait. Et il faut savoir qu'en Belgique, il y a énormément de prisons qui sont très anciennes. La plus ancienne qui est toujours en activité, c'est la prison de Leuven, au centre de Louvain, Leuven Central, qui date, si je me souviens bien, de 1854. Mais on a plein de prisons qui continuent de fonctionner et qui datent du 19e siècle. Alors on imagine bien que les conditions de logement au 19e n'étaient pas les mêmes que celles qu'on vit aujourd'hui. Et donc, il faut aussi faire une différence entre les différents types d'établissements. Ça, c'est généralement quelque chose qu'on n'a pas en vue. Et par ailleurs, la question à se poser derrière ça, finalement, c'est quoi une peine de prison? C'est quoi une peine privative de liberté? De quoi est-ce qu'on est privé quand on va en prison? A priori, la loi, elle dit que la seule chose dont on est privé, c'est de la liberté de mouvement. On ne peut pas sortir. Mais c'est la seule privation qu'on a. Donc on n'est pas censé être privé d'hygiène, par exemple. Il faut se rendre compte qu'avoir l'eau courante dans sa cellule, c'est une conquête récente. Et ce n'est pas dans toutes les prisons que c'est possible. Et ne pas avoir l'eau courante, c'est par exemple ne pas pouvoir se laver les mains. Ne pas avoir de toilette dans sa cellule, ça veut dire faire ses besoins dans un seau hygiénique, qui est relevé une fois par jour. Et faire ses besoins dans un seau hygiénique, quand on est plusieurs dans la cellule, ce n'est pas super confortable. Mais ce n'est pas non plus très bon pour la santé, parce que ne pas pouvoir se laver les mains, par exemple, ça présente des dangers pour la santé, etc. etc. C'est-à-dire que la question de la prison, ce n'est pas la prison, en fait. On a tous une image de la prison, mais quand on visite les établissements pénitentiaires, on se rend compte qu'ils sont extrêmement différents. Et qu'entre les prisons du 19e, les prisons très récentes comme Aren, par exemple, et toutes les prisons qu'il y a entre les deux, eh bien, en fait, les conditions de détention sont extrêmement variables. Et ça, c'est déjà la première chose qu'on explique très rarement, en fait. Et derrière le slogan de la prison 5 étoiles, on a l'impression que les gens sont bien. Mais il faut se rendre compte que la première souffrance qu'ont les gens, c'est par exemple le régime pénitentiaire. Même si vous êtes dans une cellule où il fait bon, et qui est propre, et vous avez un petit peu de place, ben, a priori, le régime standard, la plupart du temps, c'est quand même 23 heures par jour en cellule. Et ça, je ne sais pas si vous l'imaginez. Alors, en tant qu'adolescent, je crois que vous pouvez imaginer ce que c'est de passer 23 heures d'affilée dans votre chambre. Mais ce n'est pas la même chose quand la porte ne s'ouvre pas quand vous avez envie de sortir. Et quand ça dure pendant des mois ou des années. Et donc, je pense qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est l'absence d'intérêt de notre société pour la prison. Très peu de gens rentrent en prison et très peu de gens rentrent pour rendre compte de ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et si les élèves ici n'ont effectivement pas pu entrer eux-mêmes dans une prison, le fait d'avoir rencontré un ancien détenu venu dans leur classe les a, on l'a entendu, beaucoup marqués et a en partie fait changer leur regard sur la prison. Mais avançons maintenant sur la question qui nous occupe et revenons sur l'enjeu de la récidive, puisque nos apprentis chercheurs en sciences sociales, dans leur cours, voulaient creuser une question bien précise. Donc on s'est posé comme question avec la classe, pourquoi plus de 44% des prisonniers en Belgique retournent en prison après leur libération et donc récidivent après leur libération. Ça, c'est des statistiques que vous avez été chercher en classe? Oui, selon une étude faite en 2012 de l'ICNN. Et voilà. Ok. Bon, l'ICNN, ou plutôt, c'est le titre exact, l'INCC, c'est l'Institut national de criminologie et de criminalistique. Et ça tombe bien, c'est justement là où travaille Christophe Minck. Et ça lui donne
L'occasion de remettre un peu ces chiffres en perspective pour nous. Attention, nous dit-il, le fait que plus de 4 détenus sur 10 retournent au moins une deuxième fois en prison au cours de leur vie ne veut pas forcément dire qu'ils ont recommis un crime ou un délit. On peut être réincarcéré pour d'autres raisons qu'une récidive. Il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est on est en libération conditionnelle, on n'a pas le droit de faire certaines choses, on les fait, on retourne. Mais ces choses qu'on n'a pas le droit de faire, c'est pas forcément des infractions. Par exemple, on n'a pas le droit de quitter le territoire, ou on n'a pas le droit de fréquenter un lieu, un débit de boisson, ou on n'a pas le droit d'essayer de prendre contact avec la victime. On le fait, on peut retourner en prison. Donc là, il n'y a pas eu de récidive. Par ailleurs, on peut aussi être réincarcéré parce que une autre affaire qu'on avait commise avant son incarcération est maintenant jugée et qu'on est recondamné. Imaginons, on est en 2010, je suis libéré et on vient me chercher en 2011 en me disant « Dites, monsieur, en 2005, il y avait eu un cambriolage et on n'était pas trop sûr que vous étiez mêlé, mais maintenant qu'on a pris vos données ADN et que vous êtes dans la banque de données ADN, on a fait le lien avec un cambriolage supplémentaire pour lequel vous n'avez pas été jugé. » Et à ce moment-là, je peux être recondamné et retourner en prison. Et ce n'est pas une récidive, puisque c'est antérieur à ma première condamnation. Donc vous voyez, il y a plusieurs possibilités de raisons, il y a plusieurs raisons possibles pour lesquelles on peut retourner en prison. Par ailleurs, quand vous parlez de réincarcération, vous ne parlez pas de toute la récidive. On peut être condamné à une peine de travail et récidiver. On peut être condamné à une peine d'amende et récidiver. Et tous ces gens-là, ils tombent en dehors. C'est-à-dire, et ça c'est une représentation que nous avons tous, quand on pense à la délinquance et quand on pense aux peines, on pense tout de suite à la prison. Or, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens, qui sont condamnés à d'autres peines que la prison. Donc, attention à ne pas confondre récidive et réincarcération. On peut récidiver sans retourner nécessairement en prison, et dans certains cas, on peut retourner en prison sans avoir entre-temps commis un nouveau délit. Mais tout de même, le constat est là, pas loin d'un détenu sur 2 va retourner en prison après y avoir déjà été une première fois. Et si on plonge dans le détail, avec notre expert, on voit des choses que ce chiffre global ne nous dit pas à première vue. Les chiffres sont très différents selon les types d'infractions que vous avez commis. Par exemple, si vous avez commis des infractions qui sont liées aux questions de stupéfiants, les taux de récidive sont très élevés. Par contre, les taux de récidive des délinquants sexuels sont inférieurs à la moyenne, nettement inférieurs. Et donc, on a vraiment des tableaux qui sont très différents d'un type à l'autre. Donc, ça veut dire aussi, déjà une chose, c'est compliqué de dire les prisonniers, ils récidivent parce que. C'est pas du tout la même chose d'être quelqu'un qui a des problèmes de drogue très importants et qui fait des allers-retours entre la prison et l'extérieur, parce qu'il a des problèmes d'assuétude qui sont, pourquoi pas, associés à des problèmes de santé mentale, des choses de cet ordre-là, c'est très courant, et être là parce que, en fait, on a commis des abus sexuels, mais que c'est lié à une configuration psychologique pour laquelle on a pu trouver des solutions et qu'il n'y aura pas de récidive. Donc ça, c'est déjà une chose importante, c'est de se rendre compte que prendre un chiffre et l'extraire, c'est rarement quelque chose qui nous permet de comprendre ce qui se passe. Après, clairement, les études montrent que la prison n'a a priori soit pas d'effet sur la propension à la récidive, soit un effet négatif, c'est-à-dire que la prison aurait sans doute une tendance à augmenter le risque de récidive. Nous voilà donc à notre question centrale. Je reprends les mots de Christophe Minck. Les chiffres nous disent que, au mieux, la prison n'a pas d'effet sur la récidive. Elle échoue à l'empêcher, et même, selon certaines études, la prison aurait tendance à augmenter ce risque de récidive. Face à cela, alors, les élèves, avec leurs profs, ont formulé des hypothèses. Pourquoi donc la prison pourrait-elle en arriver à favoriser la récidive ? Donc nos hypothèses, c'est que la prison, c'est un lieu d'apprentissage de la criminalité, donc c'est l'école du crime. C'est le fait que les prisonniers de petite délinquance traînent avec des prisonniers de plus grande délinquance, donc ce qui fait qu'ils apprennent entre eux. Ensuite, la prison, elle peut être déshumanisante, donc ils sont souvent à plusieurs dans une cellule et souvent dans des trop petites cellules. Il y a le manque d'intimité. Et ensuite, la prison fragilise l'individu en renforçant son exclusion sociale. Donc, il n'a plus d'emploi en sortant, il n'a plus de logement en sortant, il n'a peut-être plus de liens familiaux avec sa famille auparavant.
3 hypothèses donc pour expliquer pourquoi la prison pourrait favoriser la récidive. Examinons-les donc maintenant une par une avec Christophe Minck, en commençant par la première. La prison serait parfois une école du crime. Alors ça va dépendre aussi des profils de délinquants. Par exemple, quand on est un délinquant sexuel ou qu'on est désigné comme un pointeur, comme on dit en prison, souvent on est à l'écart des autres. Et donc, on ne va pas avoir le même type de socialisation que si, par exemple, on est dans des délinquances de type, comme on pourrait dire, délinquance acquisitive, c'est-à-dire si vous êtes cambrioleur, les rapports aux autres détenus ne vont pas être les mêmes. Mais très clairement, c'est pas très étonnant que quand on met tout le monde ensemble, des liens se tissent entre ces gens-là. Donc effectivement, ça peut être un des effets de la prison. La question de la déshumanisation, pour moi, c'est vraiment une question très intéressante. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement la question de l'anonymisation des gens et des conditions sanitaires, etc. Il y a aussi tout simplement la privation de besoins essentiels. Par exemple, l'accès à la nature et à l'extérieur, la possibilité de faire une activité sportive ou une activité culturelle, ou simplement, en fait, le droit d'avoir une vie sexuelle. Être en prison, c'est être privé de tout un ensemble de choses qui font que notre vie est une vie humaine, en fait. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons des besoins culturels, des besoins d'activité physique, des besoins de contact avec les autres, etc. Et tout ça, effectivement, ça fait tout un ensemble qui va être effectivement très déshumanisant. Et donc, ça porte très gravement atteinte à l'estime de soi qu'ont les gens. C'est très difficile d'être en prison et d'en ressortir valorisé, à moins qu'on ne se valorise spécifiquement par rapport à la prison, c'est-à-dire plutôt dans des registres qui sont ceux de la violence, ceux de la relation dure à l'autre pour résister à un milieu qui est effectivement un milieu difficile à vivre. Et alors, l'exclusion sociale, évidemment, elle est là. C'est un peu le paradoxe de la prison, c'est-à-dire que la prison a soi-disant un but de réinsertion sociale, mais la première chose qu'on fait, c'est sortir les gens de leurs réseaux sociaux. Alors c'est aussi une volonté, c'est-à-dire que quand on crée la prison comme peine principale au XIXe siècle, une de ses fonctions principales, c'est extraire la personne d'un milieu qui est considéré comme criminogène. On dit en fait, tu es un délinquant dans un milieu délinquant, donc il faut qu'on t'isole de ce milieu qui t'influence de manière négative. Mais quand on perd avec ça le contact avec ses enfants, avec ses parents, avec son compagnon ou sa compagne, etc., quand on perd son travail, finalement, à un moment donné, qu'est-ce qui reste pour nous motiver à nous conduire convenablement? Donc aujourd'hui, la prison cherche à favoriser le maintien, par exemple, des contacts avec les proches, mais c'est très compliqué. C'est notamment très compliqué parce que c'est une épreuve très rude pour les proches que de rendre visite à quelqu'un en prison. Et donc c'est très complexe de dire on va te retirer de la société, mais tu vas garder tes liens avec la société. Mais c'est pourtant un des enjeux. Et donc on essaye de trouver des palliatifs. Par exemple, il y a des possibilités de visite sans surveillance. Bon, les détenus qui se comportent convenablement peuvent recevoir des proches dans quelque chose qui ressemble à un appartement. Alors ça peut être, par exemple, pour prendre un repas normal avec ses enfants dans des conditions correctes. Ça peut aussi être, par exemple, pour avoir des relations sexuelles avec son compagnon ou sa compagne, bien entendu. Mais ça peut aussi être pour simplement s'asseoir dans un fauteuil et discuter avec ses parents. Et donc ça, c'est aussi des tentatives, mais ce sont des palliatifs. Et quelque part, on voit bien que quand la prison essaye de faire ça, c'est parce que, par définition, c'est a priori impossible en prison, mais que c'est nécessaire. Une caractéristique aussi de nos prisons en Belgique, c'est qu'elles sont surpeuplées. Et ça, les élèves se demandent s'il ne faut pas le relier également à l'enjeu de la récidive pour 2 raisons. Le fait qu'il y ait beaucoup de monde dans les prisons, c'est aussi un peu déshumanisant. T'as un manque d'intimité et tu peux pas vivre comme tu vivrais chez toi par tes propres moyens, quoi. La récidive, ça déteint sur la surpopulation parce que le fait que des détenus récidivent, il y a de plus en plus de personnes dans les prisons. Du coup, c'est une logique en soi. Pour le dire autrement, est-ce que la surpopulation et les problèmes qu'elle cause seraient à l'origine de la récidive? Et est-ce que la récidive est un facteur de surpopulation? Retour chez notre expert, Christophe Minck.
L'administration pénitentiaire elle-même reconnaît qu'en situation de surpopulation, c'est impossible de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire que tous les objectifs en termes de formation, de soins de santé mentale, etc., tout ça n'est pas praticable en fait quand on est en situation de surpopulation. Parce qu'en situation de surpopulation, on gère en permanence l'urgence. On a des problèmes de violence, on a des problèmes de santé, on a des problèmes d'hygiène, on a des problèmes d'infrastructure. Et il faut savoir que la surpopulation, ça affecte tout. C'est pas seulement les gens en prison, mais les cuisines sont trop petites. Il n'y a pas assez de salles pour que les détenus voient leurs avocats. Il n'y a pas assez de salles pour faire des activités. Il n'y a pas assez de psychologues, il n'y a pas assez de médecins, etc. Donc tout est affecté par la surpopulation. À l'inverse, croire que si on faisait baisser les taux de récidive, on n'aurait plus de surpopulation, c'est penser qu'en fait, on incarcère pour l'instant l'ensemble des gens qui devraient être incarcérés ou qui pourraient l'être. Or, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on construit une nouvelle prison, elle est remplie et elle est déjà surpeuplée. Donc les 25 dernières années, les 30 dernières années de l'histoire carcérale de la Belgique, ça n'est qu'une augmentation de la capacité carcérale. Okay ? On a créé énormément de places en prison. Et pourtant, le taux de surpopulation n'a absolument pas baissé. Il y a eu des moments où il baissait un petit peu, mais il s'est remarquablement maintenu. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ouvre une prison, on la surpeuple. Pourquoi ? Parce que si on voulait incarcérer tout le monde, il nous faudrait énormément de prisons, beaucoup plus encore. Mais là, alors, on rentre dans une logique qui n'a plus de sens, en fait. Et la question qu'on doit se poser, c'est jusqu'où est-ce qu'on est prêt à incarcérer des gens ? Pourquoi est-ce qu'on a 12 000 personnes en prison aujourd'hui, alors qu'on en avait 8 500 en 1995 et que la délinquance a baissé ? Pourquoi est-ce qu'on en est là ? C'est ça la question. Et qu'en plus, on a chaque année plus de 10 000 personnes qui sont condamnées à des peines de travail, qu'on a plus de 2 000 personnes sous bracelet électronique, etc., etc. Pourquoi on est dans cette situation-là ? Ça, c'est la bonne question. La prison, en fait, elle n'est jamais liée au taux de délinquance. Tous les indicateurs de niveau de délinquance sont découplés en permanence de la population carcérale. Donc on peut avoir une baisse de la délinquance et une hausse de la population. C'est le cas actuellement. Entre 1990 et 2018, le taux d'homicide en Belgique a été divisé par 2. Et pourtant, notre population carcérale, elle a fortement augmenté. Et si on a beaucoup de monde en prison, et de plus en plus aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Une politique plus répressive, beaucoup de détentions préventives, près d'un tiers des détenus en Belgique sont en prison alors qu'ils n'ont pas encore été jugés pour les faits dont ils sont soupçonnés. Et puis, il y a d'autres facteurs encore relevés par les élèves. Qu'il y a des personnes pourtant avec des problèmes mentaux ou des problèmes de drogue qui devraient plutôt être dans des institutions que dans des prisons. Et donc ils choisissent de le mettre en prison parce qu'ils savent pas trop où les mettre, mais ils sont pas censés être là, quoi. Aussi, on a tendance à appliquer toutes les petites peines pour qu'on se rende bien compte que si on fait quelque chose de travers, la prison c'est pas une option, quoi. On peut vite y aller. Donc c'est logique qu'il y ait une grosse surpopulation en prison et voilà. Et donc ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est pas emprisonner aussi vite et peut-être trouver des peines alternatives ou des trucs comme ça, quoi. Serait-ce alors ça, la solution ? Mettre moins de monde en prison et travailler à des peines alternatives ? Là-dessus, Christophe Minck tient absolument à casser une idée reçue. Peines alternatives, en Belgique, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que la loi est très complète à ce sujet-là. Donc on n'est pas du tout en manque de peines alternatives. Les peines alternatives, leur problème, c'est qu'elles ne sont pas alternatives. Elles n'ont aucun effet alternatif. C'est-à-dire qu'on a créé énormément de choses. Il n'y en avait pas, au début des années 90, il n'y en avait pas. Voilà, c'était comme ça. Oui, on pouvait éventuellement être condamné à des peines avec sursis, mais c'était vraiment minime. Et donc, il n'y avait pas de peine de travail, il n'y avait pas de surveillance électronique. Tout ça s'est développé de manière extrêmement intensive, mais tout ça s'est développé en plus. Et si on compte qu'à côté de ça, on a créé des sanctions administratives communales, des sanctions administratives au niveau régional, etc., on est dans une inflation pénale très, très, très spectaculaire. On punit énormément aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Alors il y a des cas dans lesquels c'est important de punir. Par exemple, pendant longtemps, on n'a quasiment pas puni la délinquance sexuelle ou les infractions liées aux discriminations, par exemple. Alors, on peut se dire en tant que société, ça pour nous c'est un élément important et on ne peut plus laisser passer ça. Le problème c'est que quand on dit on va criminaliser ça, mais ça aussi, et ça en plus, et encore ça, finalement on criminalise tout. On criminalise en tout cas de plus en plus de choses et il y a toujours plus de personnes qui passent par la case prison.
Et si l'on a développé toute une gamme de peines dites alternatives ces dernières années, dans les faits, nous dit Christophe Minck, ces peines ne sont pas vraiment alternatives puisqu'elles ont tendance à s'ajouter à l'arsenal et leur application ne vide pas les prisons, au contraire. Alors, si on résume un peu le tableau, on a donc compris que la prison, telle qu'organisée chez nous aujourd'hui, elle échoue à empêcher la récidive. Parfois parce qu'elle est un lieu d'apprentissage de la criminalité, mais aussi parce qu'elle déshumanise, parce qu'elle fragilise l'individu, qui aura d'autant plus de mal à retrouver une place ensuite dans la société et à se reconstruire. Et malgré ces constats, on envoie toujours plus de monde en prison, alors que les chiffres de criminalité sont plutôt en baisse dans la société. Du coup, au vu de tout ça, j'ai posé cette question aux élèves. Que faudrait-il changer alors dans notre système ? Mais pour moi déjà, dans les prisons, il faudrait qu'ils puissent avoir un suivi psychologique. Parce que comme monsieur l'a dit, c'est la santé mentale qui est le plus important dans la prison. Donc pour moi, ils devraient pouvoir avoir accès à des psychologues ou, voilà, pour les aider. Qu'ils soient plus traités comme des humains dans les prisons et qu'on fasse plus attention à ce qu'ils ont. Parce qu'ils sont un peu seuls, ils n'ont pas grand-chose, rien pour s'occuper, tout ça. Moi, je trouve qu'ils devraient avoir un peu plus de temps libre en extérieur. Pas de plaine de jeu, mais un terrain de boules de pétanque ou des trucs ainsi, un truc un peu convivial où ils pourraient s'amuser ensemble, qu'ils soient un peu plus en luxe, quoi. Et pour moi, la prison, ça devrait servir à faire remarquer à la personne qu'elle a fait ce que c'est mal, de lui apprendre à plus le faire et pas à punir juste pour essayer de mettre la personne dans le mal. Il faudrait lui apprendre à plus le faire. Justement, le temps de la prison, c'est l'apprentissage à plus refaire et essayer d'apprendre à retourner dans une vie active bien, quoi. Améliorer donc les conditions de détention, le suivi psychologique, penser dès le départ la réinsertion possible des détenus, c'est surtout ça qui ressortait des conclusions des élèves. Et quand Christophe Minck a réagi à ces propositions, il a surtout lui pointé un élément qui ne se trouvait pas dans les différentes suggestions. Alors il y a une question qui est toujours fascinante, c'est notre incapacité à penser une société sans prison. C'est-à-dire qu'on a toujours cette impression que quand même il nous en faut. Et que fermer des établissements, ah ouais, mais quand même, qu'est-ce qu'on va en faire ? À la limite, vous savez, il y a 25 ans, il y a 30 ans, on avait moins de détenus et plus de délinquance. Et les gens ne se couraient pas après dans les rues avec des tronçonneuses pour se découper en deux dans le sens de la longueur. Hein. Ça ne se passait pas comme ça. Et donc, la vraie question qu'il y a derrière, c'est qu'est-ce qui nous arrive en fait ? Pourquoi est-ce qu'on est à ce point dépendant de la répression ? Et ça, c'est un élément qui, pour l'instant, est central. Et c'est un élément qu'on n'a pas vraiment abordé. On est tous en train de dire qu'il faut être gentil avec les détenus, il faut qu'ils sortent un petit peu plus, qu'ils aient des boules de pétanque, il faudrait qu'ils aient un bon lit, il faudrait qu'ils aient un évier. Mais la question avant ça, elle est une question politique. C'est qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, parce qu'en fait, là, vous aurez bientôt le droit de vote, ce sera votre tour, qu'est-ce qu'on fait en votre nom ? Qu'est-ce que vous demandez à votre État de faire avec les gens qui dévient ? Et donc, là, la question derrière ça, c'est la prison, ce n'est pas juste une question de mur, de qualité, de bon traitement, de disponibilité, de ceci ou de cela, c'est une question politique globale qui doit nous amener à nous dire collectivement qu'est-ce qu'on veut faire de ça. Et moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est l'absence dans le discours politique de discours sur la décarcéralisation, c'est-à-dire la baisse du recours à la prison. La question n'est pas seulement de savoir si on doit passer de 125% d'occupation à 100%. Ça, la question, elle ne se pose même pas. Nous sommes condamnés sans arrêt par la Cour européenne des droits de l'homme pour le traitement qu'on inflige aux gens dans nos prisons. Donc ça, de toute façon, c'est illégal. Il n'y a rien qui puisse défendre qu'on maintienne la situation. La question, c'est, on a 12 000 détenus aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre comme objectif que dans 20 ans, on n'en veut plus que 6 000 ? Des pays ont fait ça. La Finlande, par exemple, elle a fait ça. Et elle a mis en place pendant des décennies des politiques de baisse de la population carcérale, et ça a marché. Et la Finlande, de nouveau, ce n'est pas un endroit où on peut massacrer les gens sans aucune conséquence. Ce n'est pas ça le truc. Et donc, on est tous quelque part, et quand je dis tous, c'est moi aussi, je veux dire, c'est quelque chose dont tous les jours il faut essayer de se déprendre. On est tous fascinés par cet objet-là. Parce que la prison, elle nous permet d'inventer des solutions miracles.
foutez-le derrière des murs et je le verrai plus et comme ça j'aurai l'impression que le problème est réglé, c'est quand même un peu plus simple que de dire voilà quelqu'un qui est mal, fait du mal. Qu'est-ce que je fais avec quelqu'un qui est mal et qui fait du mal? Ou qui se fait du mal? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? On doit réfléchir à ça. Un appel à continuer la réflexion et le débat donc, à s'intéresser à la prison plutôt que de considérer que le problème est réglé une fois que les auteurs de délits sont derrière les barreaux. En cela, c'est une super initiative, évidemment, de traiter de cette question en classe, comme l'ont fait ces élèves de ciné que l'on remercie pour leur participation à cette émission. Merci aussi à Laurent Nélissen pour le montage express. À la préparation, il y avait Sarah Pousset et Arnaud Reussen. Et si ce contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à aller chercher les autres numéros des clés. Il y en a toute une série sur Ovio et sur toutes vos plateformes de podcast. Si vous souhaitez aussi nous écrire, une adresse, lesclés@rtbf.be.